Merci à tout le monde de m'écouter déjà. Donc moi, mon exposé porte sur les grands méchants queer. Pour essayer de vous faire comprendre un petit peu pourquoi j'ai voulu travailler dessus, je vais partir d'un postulat simple. En général, les méchants dans les dessins animés sont super simples, super manichéens, ils n'ont pas des intrigues très complexes. Cependant, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a en fait une construction qui va influencer nos imaginaires collectifs. Donc nous, on va essayer de comprendre un petit peu comment, derrière des personnages qui peuvent paraître simples, il y a en fait une influence sur nos représentations. On va se focaliser majoritairement, même seulement sur Disney et Pixar, pour des raisons de facilité. Et on va se concentrer notamment sur les méchants. Voilà. Donc on fera déjà toute une partie sur une petite partie historique, pour essayer de comprendre comment ça s'est instauré depuis 60 ans. Ensuite, on expliquera un petit peu comment ça a pu influencer nos perceptions. Et ensuite, on fera une espèce d'ouverture sur l'évolution qu'il y a eu récemment sur les derniers Pixar et Disney. Donc on va commencer par la création du code ACE. Donc pour tenter de resserrer ma recherche et de faire des comparaisons dans le temps, je me suis concentré seulement sur les films produits par Disney et Pixar. Disney et Pixar, ils ont été fusionnés en 2006, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon mon analyse ne va pas porter sur les entreprises, mais sur la manière dont leurs dessins animés ont été implantés dans un contexte social particulier. Voilà. Donc on va commencer par replacer tout ça dans un contexte historique. Donc Disney est né en 1923 à Hollywood. À la même période, en 1930, on va avoir l'apparition de ce qu'on appelle le code ACE, ou alors donc le Production Code Administration. C'est un ensemble de règles de censure qui visait à cadrer tous les films qui pouvaient sortir d'Hollywood, sous prétexte de protéger la moralité publique. Comment expliquer ça? Bon, déjà dans les années 30 aux États-Unis, tout le monde était tout le monde était sous l'influence d'une morale puritaine et conservatrice, avec notamment la crise économique, les peurs liées à l'industrialisation, l'urbanisation, la montée des mouvements sociaux, bref, il y avait un gros climat de tension. Donc les producteurs de films, ils craignaient beaucoup la censure gouvernementale, et notamment les protestations de groupes religieux et politiques, notamment le Catholic Legion of Decency, qui exigeait un contrôle moral énorme sur les productions et qui faisait pas mal de caricatures et pas mal de propagande autour de ça. Donc le Code ACE, il est apparu pour cadrer tous les films. C'était une espèce de grosse grille, n'importe quel film y passait, comme une grosse grille de visionnage, et ça encadrait donc pas mal de représentations. Donc il y avait la violence, l'adultère, les relations interpersonnelles, et notamment, ce qui nous intéresse, les relations homosexuelles. Donc ça cadrait évidemment comment on dit, les manières dont les personnages interagissaient et étaient construits. Donc les méchants devaient être punis, les gentils devaient gagner à la fin, et les vices devaient être présentés comme des comportements à éviter, notamment en étant punis. Notamment les méchants, souvent, ils mouraient à la fin. Et donc dans ces vices, on retrouve l'homosexualité, qui devait être punie, et qui devait jamais transparaître à l'écran. Donc voilà, c'est ça, ça apparaissait au début, ça apparaissait encore il n'y a pas longtemps au début des Disney, typiquement Petite Sirène, Cendrillon, etc. On avait ça qui apparaissait, donc ça c'est le Code ACE. Voilà, donc on assiste bien à une censure de l'homosexualité à Hollywood, et ce dans tous les films qui sont sortis. Moi je me concentre que sur les dessins animés, mais c'était le cas pour n'importe quel film. Donc voilà, c'était la petite partie historique, mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a quand même des personnages queer qui ont été créés, et on se demande pourquoi. Alors pourquoi? Quand je dis personnages queer, je désigne par là des personnages qui reprenaient des stéréotypes, des clichés de l'imaginaire queer, mais on les associait quand même à l'homosexualité. Déjà ces personnages c'était toujours les méchants. Donc on peut ainsi supposer que les studios ont commencé à adopter des stéréotypes visuels afin de mettre en valeur l'hétérosexualité et punir les orientations sexuelles déviantes. Cependant, le code ACE était très clair sur sa politique, donc même en méchant, les personnages queer n'auraient pas dû apparaître. Donc l'autre théorie, c'est qu'en fait à Hollywood il y avait en fait plein de réalisateurs qui étaient gays. Donc en fait leur seule manière de se représenter c'était de le faire passer de manière un petit peu discrète dans les méchants pour échapper à la censure et donc contourner les restrictions par des codes un petit peu discrets. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un super documentaire qui s'appelle The Celluloid Closet, qui parle typiquement de ça, donc j'ai tout repris de ça. Donc voilà, là on a bien compris la partie historique, maintenant je vais essayer de faire ça un petit peu concret, et pour ça on va prendre deux exemples super parlants. On va prendre Ursula dans La Petite Sirène et Scar dans Le Roi Lion, et je vais essayer de vous expliquer en quoi c'est des personnages queer codés. On va commencer par Ursula. Alors déjà Ursula, elle a été inspirée directement par Divine, qui était une icône du cinéma queer et drag de l'époque. Donc c'est une référence directe qui renforce évidemment l'idée que le personnage incarne un personnage queer. Donc on peut faire des petits comparatifs. Donc typiquement, comme Ursula, Divine,
Elle a du maquillage, elle a une silhouette ronde, un maquillage prononcé, elle a une coiffure spectaculaire, donc là on voit bien qu'il y a une grosse ressemblance entre les deux. On note évidemment que son apparence, elle contraste avec les autres personnages, notamment les personnages féminins, qui sont eux plus conformes à des stéréotypes de beauté traditionnels. Donc par exemple, Ariel, elle est beaucoup plus... Enfin disons qu'en comparaison avec Ursula, qui a des attitudes super théâtrales, Ariel, elle est quand même beaucoup plus sage. Ursula, elle a une voix profonde, moqueuse, ironique. Bref, elle rappelle le style d'autres personnages queer de l'époque qui existaient déjà dans Les Méchants. Et en plus, elle utilise son pouvoir pour manipuler Ariel, ce qui peut être interprété comme une subversion des rôles de la grande tante un petit peu classique dans les dessins animés, avec notamment Cendrillon ou d'autres dessins animés comme ça, où normalement la grande tante, elle aide la princesse, et là, elle essaie juste de la tuer, donc c'est pas super. Bon, on peut aussi noter sur la position de puissance physique, psychologique, le fait qu'elle n'ait pas besoin d'un homme, pardon, j'ai spoilé, le fait qu'elle n'ait pas besoin d'un homme, qu'elle soit souvent, comment dire ça? Enfin, qu'en gros, à côté de Ariel, le contraste il est super marqué, les féminités elles sont hyper opposées, alors que Ariel elle a une féminité super hégémonique et Ursula c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà, que ce soit esthétique, voix, personnalité, vêtements, c'est un personnage qui emprunte des codes à la fois au code de drague, de la performance de genre et aux représentations queer. Donc c'est un antagoniste qui incarne carrément une subversion des rôles traditionnels de genre. Donc ça c'était pour le côté féminin, mais on a aussi le côté masculin avec Scar, donc dans le Roi Lion. Bon, Scar c'est pareil, hein, il reprend des codes des codes des rôles masculins hétérosexuels classiques, il les reprend pas du tout. Il a une apparence et une gestuelle super féminine, il ressemble pas aux autres lions. Ouais, voilà, il ressemble pas du tout aux autres lions qui eux reprennent des codes super masculins. Scar il a un pelage beaucoup plus sombre, il a un regard perçant, il a du fard sur les yeux, il est pas très robuste, il se déplace toujours un petit peu en pas très droit. Donc comme Ursula, il a une ligne super théâtrale dans sa manière de parler, en plus il manipule tout le monde, après c'est le méchant. Voilà, il est manipulateur. Et souvent c'est des représentations qui sont associées aux personnages queer et aux performances drag à l'époque. On note également l'absence de partenaire féminin. Il a vraiment aucun intérêt pour aucune fille dans le dessin animé à part le pouvoir. Limite, il a de l'attirance que pour un homme puisqu'il veut prendre sa place, donc c'est vraiment pas du tout un personnage masculin classique. Et en plus, il s'entoure de hyènes, qui sont des personnages en marge de la société, où lui il va les dominer, donc il a une relation d'écrasement par rapport à elle. Donc, Scar il incarne bien une figure qui joue avec les codes de la masculinité et de la virilité, et il va les subvertir avec travers son apparence qui a des codes féminins, ses relations ambiguës avec les hyènes, etc. Donc voilà, vous avez bien compris que les deux personnages que j'ai présentés, mais il n'y a pas du tout que, c'est des personnages qui reprennent des codes super queer et qui travestissent les normes de genre. Donc maintenant, on va passer à l'influence sur comment, en tant qu'enfant, ça peut nous influencer. Alors là, c'est juste une petite partie un peu cultural studies, justement, qui dit qu'en gros, ce qu'on voit dans les médias, surtout dans les dessins animés, dans notre enfance, ça va avoir un rôle fondamental dans la manière dont on va percevoir les autres et comment ça va construire notre imaginaire. Ça influence les normes sociales, ça influence notre identité, ça influence nos relations, nos valeurs, etc. Donc les personnages et les récits qu'on découvre à travers ces histoires, ça crée des modèles auxquels on va s'identifier. Mais aussi, ça va créer des autres qu'on va potentiellement rejeter, qu'on va percevoir comme menaçants et comme différents. Voilà, on a une citation de Stuart Hall qui dit que les médias sont pas seulement une source puissante d'idées sur la race, le genre et la classe sociale, ils sont également au cœur de la façon dont nous comprenons le monde, dont nous nous identifions et identifions les autres, et dont nous nous plaçons dans l'ordre social. Donc évidemment que les dessins animés ont une influence sur la manière dont on va percevoir les autres. Et la réalisation de ces dessins animés, ça résulte d'un choix qui participe à la formation de nos premières idées, et ça influence notre manière dont on va comprendre le monde. Et on peut également noter que l'absence d'un élément dans un élément culturel si important que l'enfance et les dessins animés, ça permet potentiellement pas de le penser, donc le fait de ne pas avoir de personnages queer de manière obvious ou pas du tout, ça permet pas de le penser, ça permet pas de voir autre chose qu'un schéma hétérosexuel, autre que la famille nucléaire, autre que le mariage et les enfants, qui était le cas avec toutes les princesses dans les Disney un petit peu classiques. Voilà. Bon, là c'est juste une citation que j'ai mis d'un super article que je vous encourage à lire si jamais ça vous intéresse, parce qu'il résume vraiment absolument tout. Qui dit que voilà, pareil, les médias ils ont un rôle essentiel et que les princesses Disney notamment ont beaucoup eu des influences sur la manière dont les petites filles notamment interprétaient leur corps et leur gender roles, etc. Voilà, on va faire un petit parallèle avec Butler histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus académique.
Donc même si les entités queer sont présentées comme excentriques, marginales, menaçantes, donc ça fait intégrer que la queerness, elle est négative, qu'il faut la repousser. Donc même si c'est juste des caractères dans les personnages, en fait, quand ils apparaissent dans la vie réelle pour les enfants, mais même pour les adultes, c'est forcément associé à des méchants. Particulièrement chez les enfants qui consomment beaucoup de dessins animés en général, et qui, en l'absence de représentation positive associée à ces personnages, vont toujours associer les personnes queer à des personnes maléfiques et dangereuses. Donc là, on peut reprendre le concept de Butler avec sa performativité du genre, où il explique que le genre n'est pas un axe fixe, mais ce sont des actes répétitifs, fixés dans le temps, constitués de normes et de comportements sociaux qui se répètent, notamment avec les méchants qui sont toujours méchants et toujours un petit peu queer. Donc les personnages, les méchants queer coded sont une pierre de ce système, puisque leur attitude, elles vont performer un genre qui doit être perçu comme négatif. Donc c'est bien la répétition qui va construire la peur et qui va influencer ce qu'on perçoit comme normal ou comme déviant. Ce qui renforce la hiérarchie déjà existante dans la société. Donc là, on peut reprendre l'exemple, par exemple, de Cruella, qui, pareil, n'a pas du tout une féminité hégémonique, parce qu'elle n'est pas à sa place. Elle est effrayante, elle a du pouvoir. En plus, elle veut du pouvoir. En bref, c'est méchante. On a pareil avec Ursula, qu'on reprend. Ou Hadès, qui lui aussi, il est super queer. Et, pareil, il a du phare. Il marche toujours d'une manière qui n'est pas du tout classique. Bref, c'est pas du tout un homme qui reprend des codes virils. Et voilà, toujours la même chose. Jafar, encore une fois, mais j'ai pas le temps d'en parler, mais Jafar, évidemment. Et en comparaison, on a les héros, masculins en l'occurrence, qui eux reprennent carrément les codes de la virilité classique. C'est en fait donc il y a une hiérarchie qui va être renforcée par le héros, parce que la construction elle associe toujours de manière manichéenne le méchant un petit peu queer, et le héros qui est beaucoup plus conforme à la norme et qui lui a du succès dans la vie, puisqu'il gagne à la fin. Donc on est toujours dans un rapport manichéen évidemment. Parce que oui, malgré le fait que les héros ils sont montrés comme queer, il faut quand même les cadrer. On ne peut pas les montrer comme ça à l'écran, il faut quand même qu'il y ait le gentil qui à la fin calme le méchant, qui rappelle la norme et qui cadre cette transgression. Donc en gros, les héros ils permettent une représentation acceptable du queer, car leur caractère transgressif est perçu comme mauvais, mais dans le cadre narratif qui fait que le héros est là pour contrer le mal, que la norme existe, etc. Donc autrement dit, par exemple, le Joker, il existe, on a plein de méchants, il n'existe que parce qu'il y a Batman qui est là pour le cadrer et rappeler de quelle masculinité on doit parler et laquelle est la bonne. Donc les héros, les méchants, ils se démarquent toujours de la norme, ce qui fait peur. Bref, je ne vais pas vous le répéter. Donc oui, on pourrait dire qu'il y a un peu un dépassement du code Hays, dont j'ai parlé au début, puisqu'en soi, on a quand même des méchants queer. Mais en fait, c'est juste une manière de remontrer, encore une fois, que le queer veut du mal au non-queer. Et c'est renforcé notamment par leur mort punitive à la fin, sur une chute, généralement. Toujours, le méchant, il tombe. Souvent, c'est provoqué par le gentil. Donc il faut bien se rappeler que les personnages excentriques sont rattrapés à la fin par la réalité. Donc voilà, donc ça c'est pas super joyeux, mais une petite partie d'évolution un peu plus positive pour essayer de comprendre comment ça a pu évoluer. Donc pour ça, je vais me reposer majoritairement sur Johnson Rachel Michel, le texte que j'ai mis tout à l'heure, l'évolution des princesses Disney, qui elle va distinguer 3 ères dans les princesses Disney. On a la première avec Blanche-Neige par exemple, qui elle vraiment c'est des rôles féminins super classiques et pareil des rôles masculins super classiques qui attendent le prince et qui à la fin ont le prince, le mariage et les enfants. On a une deuxième ère où elles sont un petit peu plus héroïques, mais aussi un peu plus sexualisées. Mais il y a toujours une intrigue vers un homme, donc notamment Mulan et Ariel, elles font partie de la deuxième génération. Et nous, on va s'intéresser à la troisième. Je vous le lis rapidement. Cette troisième ère de princesse semble dépasser le concept du mariage et de l'amour romantique. Bien que la romance soit une option poursuivie par beaucoup d'entre elles, l'amour est représenté pour la première fois sous de nombreuses formes. L'amour familial, comme celui entre une mère et sa fille, ou l'amour entre sœurs, s'avère tout aussi puissant. L'amour de soi est un autre concept présenté pour la première fois, montrant ainsi que l'amour romantique n'est pas nécessairement le plus important. Dans la troisième ère, notamment, comme exemple, on va pouvoir prendre Rebelle avec Mérida, qui a une relation super forte avec sa mère, enfin super forte, super compliquée surtout, c'est un petit peu ça le principe du narrative path. Et donc c'est une nouvelle forme d'amour, mais ça c'est pareil dans La Reine des Neiges, on a une relation entre les sœurs qui est super importante, on n'a pas de relation d'amour particulière, on en a une bien sûr, mais la plus importante du film c'est la relation entre les sœurs. Et donc c'est dans cette troisième représentation un petit peu plus lâche sur les rapports de genre que des personnages queer vont enfin être représentés un petit peu différemment. Et pour ça on va prendre l'exemple du dessin animé Luca, qui est un film d'animation de Disney et Pixar qui raconte l'histoire de Luca, un jeune monstre marin qui n'a pas le droit de sortir à la surface parce que sinon il va se transformer en petit humain. Donc voilà, il a peur, il ne peut pas sortir, mais il va rencontrer Alberto, qui lui aussi c'est un monstre marin, mais lui il n'a pas peur de sortir. Et en gros ils vont être super copains, ils vont explorer le monde ensemble. Voilà, ils explorent la vie terrestre, ils vont se lier d'amitié avec une jeune fille. Et le film il traite de l'amitié, de l'identité, du courage et de la découverte de soi.
notamment des obstacles que deux jeunes garçons qui se découvrent peuvent rencontrer dans un âge autour en gros une dizaine d'années, quoi. C'est un personnage qui ne présente pas explicitement des relations interpersonnelles homosexuelles, mais ça touche à beaucoup d'expériences LGBTQIA+, notamment celles de jeunes garçons qui découvrent leur identité dans une société normative, parce que quand même c'est des monstres marins, donc ils ont quand même un petit truc à cacher. Notamment ils ont une amitié super forte, ils se soutiennent, ils ont des secrets, ils ont un lien émotionnel intense. On a vraiment une grosse métaphore du coming out, parce qu'ils doivent cacher à tout le village qu'ils sont des monstres marins, sinon ils vont se faire virer du village. Donc ils doivent dissimuler leur identité. On peut également ajouter à cela la peur du rejet que Lucas va vivre pendant tout le film, il va avoir super peur de ça. Il a peur d'être chassé, tout simplement. Également, les garçons, ils sont toujours dans la recherche d'un espace de liberté, parce que leur grand objectif dans le film, c'est d'avoir une Vespa pour pouvoir s'échapper et aller toucher la lune. Donc voilà, ils sont à la recherche d'un endroit où ils pourront être pleinement eux-mêmes. Et on notera également le thème de l'acceptation de soi, parce qu'à la fin, ils arrivent à accepter leur véritable identité et tout le village les accepte. Donc voilà, donc même sans aborder directement l'homosexualité, Lucas, ça raconte une histoire qui touche à des thématiques qui sont familières aux personnages LGBTQIA+. Souvent les jeunes queers ils sont différents des autres avant même que des relations se créent, donc ça touche exactement à ce genre de thématique. Donc, et d'ailleurs on peut même faire un parallèle avec deux autres personnages qui sont en fait aussi des créatures marines dans le film. C'est deux vieilles dames qui traînent tout le temps ensemble et à la toute fin elles se révèlent et en fait elles aussi c'était des créatures marines depuis le début. Ce qui montre qu'ils n'étaient pas tout seuls dans le village. Voilà, donc là on a un petit peu tout fait. On va juste faire un petit parallèle rapide sur les limites de cette représentation queer. Parce que même si Disney n'utilise plus la figure du méchant queer dans ses dernières productions, ce qui est un changement significatif et on est très content, et même si on trouve une image plus inclusive de la queerness, souvent en fait c'est surtout du tokenisme. Donc tokenisme c'est sa pratique à faire des efforts symboliques d'inclusion vis-à-vis de minorités pour échapper aux accusations de discrimination. Et c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans Cruella avec Archie, qui est le personnage un peu gay du film. Sauf que lui, en fait, à part... en fait, il a aucune influence dans l'histoire, il n'a pas d'histoire amoureuse suggérée, c'est juste le meilleur ami gay sans histoire propre à lui. Donc voilà, il y a une petite limite. Donc malgré une plus grande représentation, Disney il est encore assez limité sur sa queerness, notamment en rendant pas les relations homosexuelles assumées. Notamment Lucas tout à l'heure, quand on leur a demandé si c'était une relation homosexuelle, Pixar a fait une déclaration en disant que non, pas du tout. Donc voilà, donc, même s'il y a une inclusion, il n'y a pas non plus des histoires complexes, il n'y a pas d'histoires assumées, etc., etc. Donc on les garde toujours en personnages secondaires, ce qui renforce l'idée que les personnages queer sont quand même pas aussi importants pour avoir une histoire propre à eux. Voilà, on va faire une conclusion rapide. Donc on a bien compris que les représentations des Disney, des Pixar et en général de tous les dessins animés, ça influence les enfants et ça influence les futurs adultes. Notamment quand les queers sont présentés comme mauvais et que quand on intègre des stéréotypes, en fait on va les reproduire dans ces sociétés, c'est pas possible autrement. Donc pour ça on a besoin de représentation à l'écran. On a besoin de personnages qui nous ressemblent pour exister pleinement. On peut notamment pointer du doigt qu'il y a aussi totalement une absence d'intersectionnalité dans la représentation Disney. Donc par exemple on a un personnage à un moment qui est queer et qui est racisé, mais jamais les deux en même temps parce qu'il ne faut pas trop leur demander, quoi. Donc voilà, donc ça vaut pour n'importe quelle minorité, et on a besoin de représentation, c'est tout. On aimerait bien que nos existences aient de la valeur et qu'elles puissent prendre plus de place, notamment dans des dessins animés qui sont présentés potentiellement à nos enfants ou des enfants qu'on aimerait bien voir grandir avec d'autres idées dans la tête. Sur une note juste un tout petit peu plus positive pour finir, on peut parler de réappropriation par des personnes queer de ces codes. On pensera notamment à des drag queens donc là c'est une drag queen à San Francisco, Drag Queen Story Hour, qui lisent des histoires de dessins animés, notamment La Petite Sirène, etc., à des enfants, et qui vont se réapproprier ces personnages méchants pour en faire des personnages un peu plus marrants. Et voilà, ce qui permet de remettre en cause les stéréotypes de genre et les idées de bon et de mauvais. Voilà, c'est fini. Merci pour la présentation qui est rapide. Vous parlez vite, mais tout à fait éclairante. Est-ce qu'il y aurait un parallèle possible avec le cinéma non-animation, justement? Bien sûr. C'était un trop gros exposé de le faire aussi, mais dans tout le cinéma, il y a ça également. Je pense notamment à Rebecca de Hitchcock, si quelqu'un l'a vu. Il y a une grande scène interpersonnelle entre deux femmes qui touchent la fleur de l'une de l'autre et qui en fait est une scène codée queer, mais qui était dissimulée. Et on a ça dans tout le cinéma, en fait.
Et jusqu'à quand il est tenu le Code ACE? Est-ce que vous Le, savez ça? le Code ACE officiellement il est toujours en vigueur, mais il y a des relâchements qui ont été faits à partir des années 60. Donc officiellement il n'existe plus, mais officieusement il perdure. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions Ouais. Je sais que ça existe, mais est-ce que tu n'aurais pas des noms de dessins animés qui soient queer friendly? Ben, Lucas typiquement ça l'est. Okay. Dans Lightyear avec la représentation qu'on a eue ça l'est un petit peu, mais ils se comptent sur les doigts de la main, tu vois. Et dans une production non mainstream, disons non Disney, est-ce qu'il y a de l'animation qui est Ça existe bien sûr, plus... Ouais, voilà. mais c'est pas mainstream donc c'est pas connu du tout. C'est bien ce que je pointe du doigt, c'est que les plus connus justement qui vont avoir les plus grosses influences ont pas ce genre de représentation. Non? Merci. Merci. Ben, merci, oui, tu as été là. On va mettre peut-être un peu de lumière. Donc les méchants, vous voulez lequel? Je ne sais pas, on a le temps de faire un... vous faites 5 minutes de pause maintenant, le temps qu'il s'installe. Hein, comme ça, on peut après enchaîner. On fait comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de brancher?